Bonjour à tous, les TP 7 et 8 seront consacrés au test T pour échantillon indépendant et aux ANOVA à un facteur pour échantillon indépendant, soit des tests qui permettent de comparer les moyennes de plusieurs groupes définis par un et un seul facteur. L'idée sera de comparer les moyennes de tous les groupes et de se demander s'il existe au moins deux moyennes qui diffèrent significativement les unes des autres. Dans le cas où l'on souhaite comparer la moyenne de seulement deux groupes, il va de soi que si une différence existe, elle ne peut se trouver qu'entre le premier et le deuxième groupe. Par contre, si on compare plus de deux groupes, eh bien, le fait de savoir qu'au moins une des moyennes sera différente d'au moins une autre ne suffira pas forcément. On souhaitera approfondir et déterminer où se trouvent les différences. Le test T pour échantillon indépendant permet de comparer les moyennes de deux groupes. L'ANOVA permet de généraliser la comparaison au cas où il y a deux groupes ou plus. Et dans ce cas où il y a deux groupes ou plus, on pourra opter pour deux stratégies. Soit on se dit qu'on sait à l'avance où on s'attend à observer les différences. Par exemple, je compare trois groupes A, B et C, et j'ai des bonnes raisons théoriques de penser que le groupe A sera significativement différent en termes de moyenne que les groupes B et C. Dans ce cas-là, je vais opter pour ce qu'on appelle une approche a priori, c'est-à-dire que l'on détermine à l'avance où vont se trouver les différences. Et cela nous amènera à établir ce qu'on appelle des contrastes linéaires. L'autre approche consiste à se dire qu'on pense qu'il existe des différences quelque part en termes de moyenne, mais qu'on n'a aucune idée d'où elles se trouvent. Et donc, on va comparer deux à deux toutes les moyennes possibles dans le but de déterminer où se trouvent les différences significatives. On parle alors de tests post-hoc ou de comparaison 2 à 2, et c'est ce qu'on appelle l'approche a posteriori. La première vidéo de ce podcast sera consacrée au test T pour échantillon indépendant. La deuxième vidéo sera consacrée à l'ANOVA approche a posteriori, et enfin, la troisième et dernière vidéo sera consacrée à l'ANOVA approche a priori. Commençons tout de suite par les tests T pour échantillon indépendant. Dans quel cas allons-nous utiliser ces tests ? Eh bien, dans le cas où l'on veut tester l'effet d'une variable indépendante catégorielle à deux modalités sur une variable dépendante continue. Et comme je l'ai déjà précisé, on comparera les groupes définis par le facteur en termes de moyenne. Bien entendu, il faudra que les deux échantillons définis soient indépendants. Vous verrez dans le cours de Nat 3 comment est-ce que l'on compare les moyennes lorsque les échantillons sont pairés ou dépendants les uns des autres. Histoire de garder les bons réflexes, vous verrez que dans cette vidéo, je vais découper la réalisation du test en toute une série d'étapes que vous devrez systématiquement respecter, quel que soit le test que vous allez réaliser. Nous allons d'abord décortiquer un énoncé, bien déterminer pourquoi l'hypothèse de ce test nous amène à réaliser un test T pour échantillon indépendant, et ensuite nous poserons clairement les hypothèses de ce test. Avant de réaliser le test en tant que tel, on passera toujours par une étape descriptive, c'est-à-dire que maintenant qu'on sait ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la comparaison de deux groupes, eh bien on va un petit peu explorer de manière descriptive le contenu de ces deux groupes. C'est-à-dire qu'on va observer quelle est la distribution des scores au sein de chacun de ces deux groupes et vérifier si, entre autres, il n'y aurait pas des sujets qui auraient un comportement particulier à travers l'observation de valeurs extrêmes ou ce genre de choses. Une fois que ce sera fait, avant de réaliser le test d'hypothèse en tant que tel, nous devrons encore vérifier si nous sommes bien dans les conditions pour réaliser ce test. Et ensuite seulement, nous réaliserons le test en tant que tel pour finalement conclure en respectant bien les normes et piliers. Voici l'énoncé. Imaginons que l'on souhaite comparer l'efficacité de deux tests d'attention et qu'on dispose de 15 sujets dans notre échantillon, certains sujets appartenant à un premier groupe, d'autres appartenant à un deuxième groupe, ces groupes définissant la variable test T, et que pour chacun d'eux, on calcule un score d'attention. L'hypothèse est qu'on s'attend à observer des différences d'attention, évidemment en termes de moyenne, entre les deux groupes. Si on s'attend à ce que les moyennes des deux groupes en termes d'attention diffèrent, eh bien c'est que l'on s'attend à ce qu'il y ait un effet du type de test sur le score d'attention. Le type de test est donc la variable indépendante et le score d'attention est la variable dépendante. Le type de test est une variable catégorielle à deux modalités. Le score d'attention est un score quantitatif. En général, vous verrez que très souvent dans les domaines de la psychologie ainsi que dans d'autres domaines des sciences humaines, on traitera souvent un score quantitatif comme une variable skill. En pratique, c'est pas toujours tout à fait correct, mais bien souvent c'est ce qu'on fait.
on a bien des échantillons indépendants dans la mesure où les sujets sont répartis aléatoirement dans l'un ou l'autre groupe. Autrement dit, il n'existe aucun lien entre les sujets appartenant au premier groupe et ceux appartenant au deuxième groupe. Et donc, nous avons bien tous les critères pour réaliser un test T pour échantillon indépendant. Nous testons bien l'effet d'une variable indépendante catégorielle à deux modalités sur une variable dépendante que nous traitons comme une variable scale, et les deux échantillons sont bien indépendants. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, une fois qu'on a clairement défini qu'on veut réaliser un test T pour échantillon indépendant, on va fixer clairement les hypothèses du test. Et la première question à se poser, c'est est-ce qu'on va définir des hypothèses unies ou bilatérales? Comme vous le savez maintenant normalement, puisque vous avez déjà vu ces notions dans les chapitres antérieurs, on parlera d'hypothèses bilatérales si on n'a aucune idée du sens de la différence. Si je pense qu'il y a une différence entre le groupe 1 et le groupe 2, mais que je ne sais absolument pas dans quel groupe le score sera le plus élevé, eh bien je vais devoir tester si le premier groupe a un score significativement supérieur ou inférieur à celui du deuxième groupe. C'est pourquoi on parle d'hypothèse bilatérale. Si au contraire on dit spécifiquement dans l'énoncé qu'on s'attend à ce que tel ou tel groupe ait un score supérieur à l'autre, c'est-à-dire si on a une idée à l'avance du sens de la différence, on posera des hypothèses de type unilatéral. Ici très clairement, on parle de différence d'attention entre les deux groupes. On ne dit pas dans quel groupe le score d'attention sera le plus élevé. Et donc on va définir des hypothèses de type bilatéral. Rappelez-vous de la différence entre les hypothèses nulles et alternatives. L'hypothèse alternative, c'est l'hypothèse du chercheur, et l'hypothèse nulle, c'est l'hypothèse qui sera testée à travers le test T. L'hypothèse du chercheur, comme je viens de le rappeler, est une hypothèse bilatérale. Il s'attend à ce qu'il y ait une différence entre la moyenne des groupes 1 et 2. L'hypothèse nulle est toujours définie par opposition à l'hypothèse alternative, c'est-à-dire qu'on va y placer toutes les possibilités qui ne sont pas reprises dans l'hypothèse alternative. Le seul cas de figure qui est ici non envisagé dans l'hypothèse alternative, c'est celui où la moyenne du premier groupe est exactement égale à la moyenne du deuxième groupe. Et donc l'hypothèse nulle devient mu1 égale mu2. Attention, je vous rappelle aussi qu'on utilise des lettres grecques dans la définition des hypothèses, puisque les hypothèses ne portent pas sur les paramètres de l'échantillon, mais sur les paramètres de la population. On est bien en train d'inférer que, au niveau de la population, il n'y aurait pas de différence significative entre la moyenne du premier groupe et celle du deuxième groupe. Nous allons nous attaquer aux analyses, et pour ce faire, vous pouvez ouvrir Jamovi. Et nous allons ouvrir le fichier qui s'appelle attention.omv. N'oubliez pas qu'en fonction de la version de Jamovi dont vous disposez, il est possible que vous ne parveniez pas à ouvrir directement le fichier en double-cliquant sur le fichier attention.omv qui se trouve dans un de vos folders, mais que vous deviez automatiquement passer par le menu Open, Browse, et manuellement aller localiser l'emplacement du fichier. Voilà. Et à ce moment-là, le fichier va s'ouvrir. Nous avons déjà déterminé que l'hypothèse de recherche que nous avons très clairement définie comme étant une hypothèse bilatérale devait se tester à travers un test T pour échantillon indépendant. Avant de se lancer dans ce test en tant que tel, cependant, il est souvent conseillé de réaliser une petite analyse descriptive des données, que ce soit à travers l'observation d'indicateurs statistiques descriptifs ou de graphiques même, et donc on va commencer par cette étape. Nous allons nous rendre dans un menu que vous connaissez bien maintenant, qui est le menu Analysis, Exploration, Descriptives. Nous commençons par placer correctement la variable indépendante ainsi que la variable dépendante, et ensuite on se rend dans l'onglet Statistics. Puisque notre but est de comparer les moyennes, eh bien on peut demander des indicateurs de tendance centrale, par exemple la moyenne justement, ainsi que les écarts types. Je rappellerai plus tard quel est le lien entre le test T pour échantillon indépendant et les écarts types, mais en tout cas, si notre but est de comparer la moyenne de deux groupes, il peut être intéressant de savoir quelle est la dispersion des scores au sein d'un groupe autour de cette fameuse tendance centrale. D'où l'intérêt de demander les écarts types. On constate qu'au niveau de l'échantillon, la moyenne du premier groupe est plus élevée que la moyenne du deuxième groupe. Alors bien sûr, ça ne nous dit pas encore qu'il existe des différences entre les deux populations. Ça, pour le déterminer, il faudra qu'on fasse le test d'hypothèse. Mais en tout cas, d'un point de vue purement descriptif, on observe que les sujets qui ont été aléatoirement placés dans le premier groupe
ont en moyenne un score d'attention plus élevé que ceux qui ont été placés dans le deuxième groupe. En termes d'écart type, au niveau de l'échantillon de nouveau, on observe que l'écart type du premier groupe est plus de 2 fois plus élevé que celui du deuxième groupe, ce qui donne l'impression d'une certaine hétérogénéité des variances. En plus de ces indicateurs statistiques, on peut réaliser un petit graphique, et un graphique qui, à mon sens, est parfait pour appréhender la distribution d'une variable dépendante qui est subdivisée en plusieurs sous-groupes, eh bien c'est le boxplot. Je ne vais pas faire un rappel détaillé sur l'usage du boxplot, puisque c'est quelque chose que vous avez vu de manière très détaillée précédemment, mais je vais quand même rappeler que, en quelques coups d'œil, il permet de se faire une bonne idée sur la symétrie de la distribution. Est-ce qu'on a quelque chose de relativement symétrique ou au contraire est-ce qu'on a une très forte asymétrie dans l'un ou l'autre groupe? Ça permet également de se faire une idée très rapide sur l'étendue des données. Est-ce que les sujets ont tous un score qui est relativement similaire par rapport aux autres membres du même groupe ou au contraire est-ce qu'il y a une grande hétérogénéité dans les scores? Et enfin, et surtout de manière très intéressante, les boxplots permettent de déterminer s'il y a des valeurs extrêmes, c'est-à-dire si dans l'un ou l'autre groupe il y a un sujet qui a un score qui semble anormalement élevé ou faible par rapport aux autres membres du même groupe. Si j'observe le boxplot dans l'exemple qu'on est en train de développer, on a l'impression que les scores sont relativement symétriques au sein des deux groupes. Par contre, on constate bien que l'étendue des scores est beaucoup plus élevée dans le premier groupe que dans le deuxième, ce qui semble relativement cohérent avec ce qu'on avait observé lorsqu'on regardait les écarts types. Alors bien sûr, il ne faut pas confondre écart type et étendue des données, ce sont deux indicateurs de dispersion distincts, mais ici, dans le cas présent, ils donnent tous les deux une indication qui est relativement cohérente. Et enfin, on n'observe pas spécialement de valeurs extrêmes, ni dans l'un ni dans l'autre groupe. Je vous rappelle que le choix méthodologique qui a été fait dans ce cours, pour les cas où on observe des valeurs extrêmes, c'est de ne les écarter que si on a réellement de bonnes raisons de penser qu'ils constituent très clairement une erreur d'encodage. Ce n'est pas une décision universelle, c'est clairement un choix arbitraire qui a été fait dans le cadre de ce cours et il faut en avoir conscience. Ce qui veut dire qu'en situation réelle, quand vous serez amené à analyser des données, il faudra toujours bien vous poser les questions. Quel choix est-ce que vous opérez? Et bien justifier les choix que vous opérez aussi. En l'occurrence, pour cet exemple, la question ne se pose pas vraiment, puisqu'on n'observe pas de valeur extrême. Jusque-là, nous avons déterminé quel était le test adéquat pour tester les hypothèses. Nous avons clairement fixé nos hypothèses bilatérales, et nous avons observé, un peu de manière descriptive, quelle était l'allure des données dans notre base de données. À présent, nous allons vérifier les conditions d'application du test T pour échantillon indépendant. Ensuite, nous réaliserons ce test, et pour finir, nous conclurons en respectant les normes EPI. En vérité, il est un petit peu vague de parler des conditions d'application du test T pour échantillon indépendant, puisqu'il existe en réalité plusieurs tests T pour échantillon indépendant. Et le plus fréquent, celui qui est le plus souvent cité dans la littérature, c'est celui qu'on appelle le test T de Student, qui repose sur 3 conditions d'application, une condition d'ordre méthodologique et 2 conditions d'ordre statistique. Il est nécessaire que les échantillons soient simples, aléatoires et indépendants, ce qui revient à dire que tous les sujets de l'échantillon ont été sélectionnés de manière tout à fait aléatoire et qu'ils ont été répartis de manière aléatoire dans l'un ou dans l'autre groupe. D'un point de vue statistique, on s'attend à ce que les résidus de la distribution se distribuent normalement et également que la variabilité des scores autour de la tendance centrale, c'est-à-dire autour de la moyenne, soit similaire d'un groupe à l'autre. Cette dernière condition, c'est ce qu'on appelle l'homocédasticité. Dit plus simplement, ça revient à dire que les deux échantillons sont extraits de populations ayant la même variance. On peut en effet se dire qu'appliquer un test qui consiste à comparer les groupes sur base de leur moyenne uniquement ne ferait sens que si on est plus ou moins sûr que la variabilité des scores autour de la moyenne est plus ou moins la même dans tous les groupes. À titre d'illustration, regardons ce graphique. Imaginons que la courbe en vert et la courbe en rouge représentent tous les deux des distributions de scores de bien-être. La courbe en vert correspond au score de bien-être de sujets qui ont été exposés à un certain type de thérapie A, et la courbe en rouge représente les scores de bien-être de sujets qui ont été exposés à un certain type de thérapie B. Si on se base exclusivement sur la tendance centrale, sur la moyenne plus précisément, on va conclure que dans la mesure où la moyenne est exactement la même dans les deux groupes, apparemment les deux types de thérapie ont des performances équitables. Et pourtant ce n'est clairement pas le cas.
Il semblerait que dans la courbe en vert, tous les sujets ont un score de bien-être relativement similaire, alors que dans la courbe en rouge, certains sujets ont un score de bien-être extrêmement bas et d'autres ont un score extrêmement élevé. Si je devais choisir un certain type de thérapie, j'aurais tendance à privilégier celle de la courbe en vert qui, vraisemblablement, donne des résultats relativement satisfaisants pour tout le monde. Elle ne laisse personne sur le carreau. Dans ce deuxième exemple, par contre, on a deux thérapies qui ont tendance à donner des scores de bien-être qui vont avoir une dispersion similaire. Et donc, il fait tout à fait sens de vouloir comparer les deux distributions sur base de la moyenne. Et dans ce contexte, on voit que la thérapie représentée par la courbe en vert semble donner des meilleures performances que celle représentée par la courbe en rouge. Classiquement, la condition de normalité des résidus peut se vérifier graphiquement à travers des QQ-plots ou via l'usage du test de Shapiro-Wilk. La condition d'homogénéité des variances sera généralement vérifiée à travers ce qu'on appelle le test de Leven. Attention, on a déjà précisé dans des TP antérieurs qu'il y a toute une littérature qui remet fortement en cause la crédibilité des conditions de normalité des résidus et d'homocédasticité. Ce sont des conditions qui restent très théoriques et en pratique, il y a peu de chances qu'elles soient réellement respectées. Et par ailleurs, les outils, et là je vise essentiellement les tests de Shapiro-Wilk, les tests de Leven ou les tests d'hypothèse de manière générale, présentent de nombreuses limites. Pour en citer deux qui me semblent essentiels, ces tests souvent manquent de puissance, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas toujours capables de mettre en évidence des écarts aux conditions d'application qui pourtant existent. Par ailleurs, les tests d'hypothèse ont comme hypothèse nulle que la condition d'application est respectée. L'hypothèse nulle du test de Shapiro-Wilk, c'est qu'il y a normalité des résidus. Et l'hypothèse nulle du test de Leven, c'est que les variances sont les mêmes dans tous les groupes. Autrement dit, on se met dans une situation où on va espérer ne pas rejeter l'hypothèse nulle pour que la condition d'application soit jugée respectée. Et comme vous le savez, ne pas rejeter l'hypothèse nulle, ce n'est pas la même chose qu'accepter l'hypothèse nulle. Pour ceux que ça intéresse, il existe toute une série d'articles qui vous permettront d'approfondir toutes les limites des tests d'hypothèse. Finalement, ce qui nous intéresse vraiment, ce n'est pas de savoir si ces conditions sont parfaitement rencontrées, mais si les écarts. Finalement, ce qui nous intéresse réellement, c'est de savoir si le test de Student restera robuste, c'est-à-dire qu'on pourra se fier à ses résultats, même si les conditions de normalité des résidus et d'homocédasticité ne sont pas tout à fait rencontrées. C'est une question qui a été énormément investiguée dans la recherche, et il s'avère que le test est relativement robuste tant en termes de risque alpha et de risque bêta aux écarts à la condition de normalité, à condition que les tailles d'échantillons soient assez grandes. C'est-à-dire que si on a assez de sujets, en général on considère que assez de sujets c'est au moins 30 sujets par groupe, c'est pas trop grave si la condition de normalité des résidus n'est pas tout à fait respectée. Par contre, l'hétérocédasticité pose beaucoup plus de soucis, puisque même avec des énormes tailles d'échantillons, à un certain niveau d'hétérocédasticité, le test ne sera plus du tout robuste, ni en termes de risque alpha qu'en termes de risque bêta. Tout ça nous amène à penser qu'il vaudrait mieux privilégier un type de test T qui n'implique pas la condition d'homocédasticité. Le test de Welch a les mêmes conditions d'application que le test de Student, à l'exception de cette condition d'homocédasticité qui n'est pas requise. Le principe du test T reste toujours de comparer la moyenne de deux groupes, mais cette fois, on aura des résultats qui seront fiables, peu importe que la variance entre les groupes soit la même ou pas. Histoire de développer un tout petit peu votre esprit critique, on pourrait se dire que ça n'a pas vraiment de sens de comparer plusieurs groupes uniquement sur base de leur moyenne, surtout si on a des bonnes raisons de penser que vraisemblablement la variance elle aussi diffère d'un groupe à l'autre. Et c'est vrai que c'est une question que pas mal de chercheurs se sont déjà posées. Du coup, on pourrait se dire que ce serait peut-être mieux d'utiliser des tests qui comparent les distributions complètes des groupes plutôt que seulement la tendance centrale. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on verra plus tard les tests non paramétriques. Ceci dit, si vous lisez la littérature, vous verrez que les tests de comparaison de moyenne restent quand même très très dominants dans la littérature. C'est pourquoi on insiste encore beaucoup sur le fait que vous compreniez bien ces tests et que vous soyez capable de les appliquer. Histoire de comparer un tout petit peu les tests T de Student et de Welch, dans les cas où la condition d'homocédasticité est respectée, le test T de Student va être un tout petit peu supérieur au test T de Welch. Essentiellement, il sera un tout petit peu plus puissant, mais la différence est vraiment très très légère, surtout si les tailles d'échantillons augmentent. Par contre, dans les cas où l'homocédasticité n'est pas respectée, le test T de Welch sera largement supérieur au test T de Student, et il aura un bien meilleur contrôle, tant des risques alpha que bêta. Pour cette raison, il nous semble une bonne idée d'utiliser systématiquement le test T de Welch, indépendamment des résultats au test de Leven. On va enfin pouvoir commencer l'analyse inférentielle en tant que telle.
Et pour ce faire, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Analysis t-tests, Independent Samples t-tests. Dans un premier temps, vous allez placer correctement les variables qui vous intéressent, à savoir test t comme variable indépendante et score comme variable dépendante. Repensez bien à toutes les étapes à respecter pour réaliser le test inférentiel. La première question, c'est quel est le test que l'on veut appliquer? Vous savez qu'on ne souhaite pas appliquer un test de student, mais un test de Welch comme je viens de l'expliquer. Or, par défaut, c'est le test de student qui est réalisé. Vous allez devoir changer ceci dans la section test en cochant le test de Welch et en décochant le test de student. Une fois que l'on sait quel est le test que l'on veut réaliser, on doit bien réfléchir aux hypothèses. Rappelez-vous, nous avions défini des hypothèses de type bilatéral pour ce test. Voyez la zone hypothesis qui se trouve ici. Par défaut, c'est bien l'hypothèse bilatérale qui est sélectionnée. Dans les cas où l'hypothèse est de type unilatéral, vous devrez sélectionner l'hypothèse adéquate, comme vous aurez l'occasion de le faire dans certains exercices relatifs à ce TP. Une fois qu'on a clairement choisi le bon test et qu'on a bien défini nos hypothèses, on doit vérifier les conditions d'application. Pour ce faire, il y a cet onglet, et vous voyez que pour vérifier la condition de normalité, on dispose tant du QQplot que du test de Shapiro-Wilk. Rappelez-vous les limites inhérentes au test d'hypothèse. C'est pour cette raison qu'on aime bien utiliser aussi le QQplot qui est une représentation graphique. Il y a aussi le test Equality of Variances qui correspond au test de Leven que je ne vais pas cocher puisque comme je viens de l'expliquer, la condition d'homocédasticité n'est pas une condition du test de Welch. Ceci dit, vous verrez que dans le corrigé des exercices, on a un petit peu plus développé comment interpréter les résultats au test de Leven, parce que vous serez très certainement confronté dans votre pratique à ce test, et donc il est important que vous puissiez le comprendre et savoir comment l'utiliser, tout en gardant conscience de ses limites. On a déjà pris le temps de faire des analyses descriptives, ceci dit, vous pouvez encore en demander ici, via ce menu, Descriptives et Descriptives Plots. Vous pouvez aussi demander que apparaisse dans l'output la différence de moyenne entre les groupes et de manière assez pertinente également, demander les intervalles de confiance autour de cette différence de moyenne. Nous avons à présent dans l'output tout ce dont on a besoin. Je vais agrandir un tout petit peu la fenêtre. On va commencer par la condition de normalité. C'est une condition qui est importante à vérifier dans le cas présent puisqu'on a très peu de sujets. Vous voyez, on a 15 sujets en tout. Or, je vous avais dit que les tests paramétriques type test de Welch étaient robustes si on avait beaucoup de sujets par groupe et en général on considère au moins 30 sujets par groupe, ce qui n'est clairement pas le cas ici. Je vais commencer par le QQplot. Si les résidus ont une distribution qui ne s'écarte pas de manière problématique de la distribution normale, tous les points sur le QQplot devraient être relativement proches de la diagonale, ce qui est bien le cas ici. On va regarder le test de Shapiro-Wilk, mais attention, je n'accorde pas une grande crédibilité au résultat de ce test dans le cas présent. Non seulement il y a toutes les limites que j'ai déjà précisées, mais en plus ici on a très peu de sujets, ce qui fait que le test va vraiment probablement manquer beaucoup de puissance. Ceci dit, dans la mesure où vous devez être capable d'interpréter ce test, je vais vraiment le regarder, mais je vous conseille de beaucoup plus vous fier au QQplot que à ce test de Shapiro-Wilk. On observe la valeur de statistique ici. Voici sa p-valeur, 0.865. Si on considère le risque alpha à 5% qui est généralement utilisé dans les domaines de la psychologie, on observe que la p-valeur est supérieure au risque alpha, ce qui nous amène à ne pas rejeter l'hypothèse nulle de normalité des résidus. Je vais ouvrir un fichier Word pour vous noter ces résultats aux normes épiées comme vous devrez savoir le faire. On aura toujours deux zones séparées par un point-virgule. Dans la première partie, on va spécifier les informations qui se rapportent à la valeur de statistique du test. Et dans la deuxième partie, les informations qui se rapportent à la p-valeur. La statistique de test est une statistique W et sa valeur est de 0.97. Point virgule. La p-valeur vaut quant à elle 0.865. Et dans la mesure où cette p-valeur est supérieure au risque alpha 0.05, cela nous amène à ne pas rejeter l'hypothèse nulle. On peut à présent regarder les résultats au test de Welch, qui se trouve ici. Voyez la valeur de la statistique, c'est degré de liberté, et la p-valeur, cette dernière étant inférieure au risque alpha, et nous amenons donc à rejeter l'hypothèse nulle. N'oubliez pas, on avait posé comme hypothèse nulle que la moyenne du groupe 1 était égale à la moyenne du groupe 2. On va noter ceci aux normes épiées. Il s'agit d'une statistique T, en minuscule, associée à 10.99 degrés de liberté.
La valeur de la statistique est 3.46. Puisque j'ai rapporté toutes les informations relatives à la statistique, je place un point-virgule, suivi des informations relatives à la p-valeur. Elle vaut 0.005, ce qui est inférieur à 0.05 et entraîne donc un rejet de l'hypothèse nulle. Nous sommes donc amenés à conclure qu'il y a bien une différence significative de moyenne entre les groupes 1 et 2 en termes d'attention. Regardez la différence de moyenne d'un point de vue descriptif, elle vaut 6.28 et si vous observez l'intervalle de confiance autour de cette différence de moyenne considérant un risque alpha à 5%, on observe que la valeur 0 se trouve à l'extérieur de l'intervalle de confiance, ce qui nous amène à conclure que 0 ne semble pas être une valeur crédible considérant un risque alpha à 5% de différence de moyenne entre les groupes 1 et 2, ce qui évidemment est tout à fait cohérent avec le rejet de l'hypothèse nulle. On a à présent tous les éléments pour conclure correctement. Oui, il y a bien une différence significative en termes d'attention entre les groupes 1 et 2. Et d'un point de vue descriptif, on peut approfondir cette conclusion en spécifiant que c'est dans le groupe 1 que le score d'attention est le plus élevé. On en a presque terminé avec cet exercice. On vient de passer toutes les étapes en revue qui permettent de conclure, de tester l'hypothèse de différence de moyenne entre les groupes. On va reproduire l'exercice, mais en partant cette fois d'une autre approche qui est l'approche par comparaison de modèles, que vous connaissez déjà normalement relativement bien, qui consiste à comparer un modèle compact contenant peu d'informations à un modèle augmenté contenant plus d'informations. Le modèle compact est un modèle qui ne prend en compte qu'une seule information, qui est la moyenne générale de la base de données. Imaginons une situation où on veut prédire un score d'intention pour un sujet de notre base de données et qu'on ne sait pas quel est le groupe d'appartenance de ce sujet. Dans ce cas, le meilleur modèle que l'on pourra utiliser est le modèle de la moyenne générale. Si maintenant on a des bonnes raisons de penser que connaître le groupe d'appartenance du sujet permet d'affiner nos prédictions, eh bien on aura intérêt à utiliser cette information en plus pour avoir un modèle plus précis qui sera associé à moins d'erreurs de prédiction. Et cela nous amène à définir le modèle augmenté qui prendra en compte non seulement l'intercept, mais également le coefficient de régression partielle associé au prédicteur groupe d'appartenance. Pour connaître l'équation du modèle compact, il suffit donc tout simplement de calculer la moyenne générale. Je vais retourner dans Analysis Exploration Descriptives. Je vais spécifier vouloir calculer des statistiques pour la variable score, et ici je vois apparaître que la moyenne générale est de 14,27. C'est cette valeur qui nous servira de modèle. Vous pouvez privilégier deux notations. Soit vous faites une équation pour déterminer le score vrai, dans quel cas vous devrez spécifier que notre prédiction 14,27 est très certainement associée à une erreur. On met l'indice erreur CI, C pour modèle compact. Ou alors vous pouvez établir une équation relative à la prédiction du score, et dans ce cas, il n'est pas nécessaire de rajouter un terme d'erreur. Rappelez-vous, score vrai égale score prédit plus erreur de prédiction. Pour connaître l'équation du modèle augmenté, on peut passer par le menu de la régression. Analysis, Regression, Linear Regression. Nous allons commencer par placer correctement les variables. Test T en facteur et score en variable dépendante. Attention, dans une équation de prédiction, on peut voir apparaître deux types de prédicteurs. Des prédicteurs continus et des prédicteurs catégoriels dichotomiques uniquement. Ici, notre prédicteur catégoriel est bien un prédicteur dichotomique dans la mesure où il n'y a que deux groupes qui sont définis par le facteur test T. Par contre, quand on refera ce genre d'analyse dans le cas où il y aura plus que deux groupes qui sont comparés, ça entraînera évidemment des petites conséquences. Il faut savoir que lorsqu'on place un prédicteur catégoriel dans le menu de la régression, il sera automatiquement recodé au niveau des outputs. Pour éviter d'alourdir la vidéo, je ne vais pas trop entrer dans les détails ici sur les conséquences du type de recodage, mais sachez qu'on n'interprétera pas les valeurs des coefficients du modèle augmenté de la même manière suivant le type de codage qu'on a utilisé. Dans les versions antérieures de Jamovi, donc dans les versions d'il y a quelques années, le programme utilisait systématiquement des codes de type centré. Si vous avez téléchargé par contre Jamovi plus récemment, c'est-à-dire si vous l'avez téléchargé au plus tard l'année passée, vraisemblablement il y aura plusieurs possibilités de codage. Et celle qui sera utilisée par défaut est ce qu'on appelle le dummy-coding, c'est-à-dire qu'on attribuera le code 0 à un des groupes et le code 1 à l'autre groupe. Dans le cours théorique, on vous a amené à privilégier systématiquement les codes de type centré et on va faire de même ici. Et pour ce faire, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Reference Levels
Et en bas de ce menu, vous allez spécifier Grand Mean Simple Coding. Cela correspond bien à des prédicteurs de type centré. Voici les valeurs de bêta 0 et de bêta 1 qui vous permettent d'écrire l'équation du modèle augmenté. Et comme précédemment, vous pouvez soit utiliser l'équation qui se rapporte au score vrai, soit l'équation qui se rapporte à la prédiction du score vrai, la seule différence étant l'inclusion ou non du terme d'erreur. Brièvement, pour savoir comment interpréter cette valeur de moins 6,28, eh bien le programme vous donne une petite aide en vous spécifiant qu'en fait cette valeur elle correspond à groupe 2 moins groupe 1. N'oubliez pas qu'on est en train de comparer des moyennes, il faut comprendre cette information comme moyenne du groupe 2 moins moyenne du groupe 1. Effectivement, si je demande de calculer les moyennes des deux groupes, vous voyez que la moyenne du groupe 2 est de 10,5, celle du groupe 1 est de 16,78 et la différence entre les deux me donne moins 6,28. Attention, vous pourriez avoir entendu que pour déterminer la significativité du prédicteur test T, passer par le menu de la régression ou par le menu du test T revient exactement au même, en ce sens qu'ils fournissent tous les deux la même valeur de statistique et la même p-valeur. Ce n'est vrai que si on se réfère au test T de Student. Le résultat que vous obtenez ici est exactement le même que celui que vous auriez obtenu si vous aviez réalisé un test T de Student. Mais je vous rappelle qu'on a exécuté un test T de Welsh. Les résultats ne sont donc pas équivalents et pour cette raison, on vous demandera bien de n'utiliser le menu de la régression que pour établir l'équation de prédiction et certainement pas pour statuer sur la significativité du prédicteur ou autrement dit pour tester l'hypothèse de recherche. Dernière remarque, vous avez probablement aussi déjà entendu que lorsque le prédicteur est de type centré, le bêta 0 devrait être exactement le même dans le modèle compact et dans le modèle augmenté. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas dans l'exemple ici? En effet, je vous rappelle qu'on a obtenu 14,27 pour le bêta 0 dans le modèle compact et 13,64 dans le modèle augmenté. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas le même nombre de sujets dans les deux groupes. Il y a 9 sujets dans le premier groupe et seulement 6 dans le deuxième. Par voie de conséquence, la somme de tous les codes ne sera pas exactement égale à 0, ce qui est une condition requise pour que le bêta 0 soit égal à la moyenne générale de la VD.